Au carrefour de la vie, où le passé ancestral murmure des secrets au vent et où l'avenir moderne brille de promesses incertaines, nous rencontrons notre protagoniste. Imaginez Ayana, une jeune et brillante astrophysicienne, vivant au cœur de l'agitation cosmopolite de Berlin. Ses journées étaient un ballet d'équations complexes, de télescopes scrutant l'immensité de l'univers et d'une quête incessante de réponses dans les étoiles lointaines. Son héritage zimbabwéen, bien que source d'une fierté sereine, était une constellation lointaine dans son ciel personnel, un souvenir chaleureux des histoires de sa grand-mère, mais rarement une force motrice dans sa routine scientifique et méthodique. Jusqu'à ce qu'une lettre, arborant des timbres du Zimbabwe et un blason familial qu'elle ne reconnaissait que sur des photographies délavées, atterrisse dans sa boîte aux lettres, non pas comme un message céleste, mais comme une météorite sur le point d'entrer en collision avec l'orbite prévisible de son existence. La missive, rédigée avec un formalisme solennel, annonçait le décès de sa grand-tante, Ambuya Nomsa, une figure quasi légendaire dans la tapisserie de sa famille. Ayana ne l'avait guère connue. Les souvenirs n'étaient que des échos de conversations murmurées à propos d'une femme d'un immense pouvoir et d'une grande sagesse, recluse dans une vaste propriété rurale sur les hauts plateaux du Zimbabwe, un lieu nommé Indabuko Yetu, notre origine, un sanctuaire enveloppé de mystères, de traditions et d'un silence quasi révérentiel. Et maintenant, cette matriarche énigmatique, cette gardienne de secrets ancestraux, avait légué à Ayana, sa petite nièce qui cartographiait les galaxies, un héritage aux proportions astronomiques, des terres fertiles qui se perdaient à l'horizon, des parts dans des mines de pierres précieuses, qui scintillaient encore de la promesse de richesse, une collection d'artefacts Shonas d'une valeur inestimable, et le joyau de la couronne. La propriété Indabuko Yetu elle-même, un domaine qui, selon la lettre, gardait plus que des hectares et des bâtiments. Il gardait l'âme même de la lignée. Ayana sentit son univers personnel se contracter et s'étendre simultanément. La vie qu'elle avait méticuleusement construite semblait sur le point d'être aspirée par un trou noir de possibilités inconnues. La bataille constante pour le financement de ses recherches, la modestie de son appartement à Berlin, tout cela pourrait se transformer en poussière d'étoiles. Mais, comme dans toute saga qui retient le souffle, où le destin offre un trésor d'une valeur inestimable, il y avait une réserve. Une condition, si déconcertante, si viscéralement macabre, qu'elle semblait avoir été arrachée des profondeurs d'un cauchemar cosmique teinté du folklore le plus sombre de sa terre natale. La lettre du cabinet d'avocats de Harare, représentée par un certain monsieur Chinodia, un homme à la mine austère et au regard qui semblait pénétrer l'âme, détaillait la fortune avec une précision quasi chirurgicale. Et puis, sur la dernière page, en caractères légèrement plus petits, comme s'il hésitait à révéler son contenu terrifiant, venait la condition, une unique, irréfutable condition. Pour qu'Ayana prît possession de chaque carat, de chaque hectare, de chaque secret ancestral de cette fortune, elle devrait remplir une exigence qui ferait douter le plus sceptique des scientifiques des lois de l'univers connu. Ayana devrait passer un cycle complet de 40 lunes, 40 nuits consécutives, seule, dans la maison principale de Indabuko Yetu. Mais l'épreuve ne se limitait pas à la solitude. Durant cette période, elle devrait vivre exactement comme Ambuya Nomsa avait vécu ces dernières années. Cela signifiait pas d'électricité après la tombée de la nuit, seulement la lumière vacillante des lampes à pétrole et des bougies en cire d'abeilles locales. Sans aucune forme de communication avec le monde extérieur, son smartphone serait un objet inutile, Internet un mirage lointain. Les repas, spécifiques et rituels, seraient à préparer et laissés à sa porte par une ancienne servante de la famille, qui ne lui adresserait pas la parole, suivant les recettes et les horaires stricts d'Ambuya Nomsa. Et le plus inquiétant, le détail qui lui envoyait des vagues de froid dans le dos, toutes les nuits, Ayana devrait revêtir l'une des robes de cérémonie de sa grand-tante, tissée de motifs ancestraux, et dormir non pas dans un lit, mais sur une natte de jonc tressé, dans la même chambre où Ambuya Nomsa rendit son dernier soupir, une chambre qui, selon les murmures locaux, palpitait encore de l'énergie vitale de l'aîné. Et pour compléter le fardeau, à chaque aube, avant que le premier rayon de soleil ne touchât le sommet de la montagne sacrée visible depuis la propriété, elle devrait marcher pieds nus jusqu'au ruisseau qui serpentait à travers la terre et cueillir une fleur spécifique, la ruva reropa, la fleur de sang, et la déposer sur une pierre ancestrale au centre du jardin. Un frisson cosmique parcourut Ayana, millionnaire. Le mot était une supernova dans son esprit,
éclipsant momentanément l'horreur de la condition. Quelle sorte de femme était Mbuya Nomsa pour tisser une toile si complexe et perturbante autour de son héritage? Serait-ce un test de santé mentale orchestré par une vieille excentrique et peut-être sadique, ou y aurait-il un dessein plus profond, plus insondable, caché dans les entrailles d'Indabuko Yetu? Monsieur Chinodia, lors d'un appel vidéo ultérieur, dont l'image vacillait et la voix était pleine de parasites, maintint une posture impassible, ses yeux semblant porter le poids de secrets inavouables. Il se contenta de réitérer les termes, avec la froideur de celui qui avait déjà été témoin des caprices insondables des ancêtres. C'est le dernier vœu d'Mbuya Nomsa, docteur Ayana. Accomplissez-le, et la fortune qu'elle a protégée bec et ongles sera vôtre. Refusez, et tout sera reversé à la garde de la terre et des esprits qui l'habitent. Cette dernière partie sonna moins comme une alternative que comme une prophétie. La décision fut un trou noir d'angoisse. Ses collègues à Berlin la regarderaient avec incrédulité. Son esprit, entraîné à la logique et aux preuves empiriques, hurlait que c'était absurde, un vestige de superstition primitive. Mais l'attrait de cette fortune, la promesse d'une liberté financière qui lui permettrait de financer ses propres projets de recherche sans les entraves bureaucratiques, la possibilité de construire un observatoire de pointe en terre africaine, était un chant de sirène gravitationnellement trop puissant pour être ignoré, et, au fond de son âme scientifique, une étincelle de curiosité atavique, un besoin quasi primal de comprendre cette femme, Mbuya Nomsa, et l'univers particulier qu'elle avait habité, commença à briller. Ayana, avec un mélange de terreur cosmique et une détermination née d'étoiles lointaines, accepta le défi. L'arrivée au Zimbabwe fut une plongée dans un univers parallèle. Harare pulsait d'une vie vibrante, mais la véritable odyssée commença lorsqu'elle prit un véhicule robuste en direction de l'intérieur des terres. Des heures plus tard, le paysage urbain laissa place à des savanes ondulantes, des montagnes majestueuses et des routes de terre rouge qui semblaient être les veines palpitantes de la mer Afrique elle-même. Et puis, elle était là. Indabuko Yetu, un portail imposant, sculpté dans du bois de mopane, gardé par deux figures totémiques représentant des esprits ancestraux, s'ouvrait sur une longue allée bordée d'acacias centenaires, dont les branches tordues semblaient saluer ou avertir. Au bout de l'allée, la maison principale. Ce n'était pas un manoir au sens occidental, mais un complexe de rondavelles traditionnelles, reliées par des vérandas couvertes, construites avec de la pierre locale, et des toits de chaume qui semblaient respirer avec le paysage. Un air d'antiquité et de pouvoir émanait du lieu. Monsieur Chinodia l'attendait à l'entrée, accompagné d'une dame âgée, courbée par le temps mais dont les yeux brillaient d'une vivacité surprenante. C'était Sekai, l'ancienne servante, la gardienne des rituels, et sans aucun doute des secrets d'Mbuya Nomsa. L'intérieur de la maison principale était frais et ombragé, même sous le soleil africain. Des meubles rustiques en bois sombre, ornés de sculptures complexes, des tapis en peau d'animal et des murs décorés de masques de cérémonie et de lances anciennes qui semblaient observer chaque mouvement. L'air était chargé de l'arôme d'herbes séchées, de fumée de bois et de quelque chose d'autre. Quelque chose de terreux et de primordial, comme l'odeur de pluie imminente sur une terre sèche. Monsieur Chinodia la conduisit à travers le labyrinthe de pièces, expliquant à nouveau les règles, son ton neutre contrastant avec l'oppression croissante qu'Ayana commençait à ressentir. La chambre d'Mbuya Nomsa était la plus grande, avec des murs circulaires et un toit conique qui s'élevait comme l'intérieur d'une ruche sacrée. Au centre, la natte de jonc. Sur un coffre en bois sculpté, l'une des robes de cérémonie d'Mbuya, d'un ton ocre profond, orné de perles et de graines. La première nuit fut une descente aux abîmes de l'appréhension. Le silence de la propriété était différent de tous les silences qu'Ayana avait connus dans ses observatoires. Ce n'était pas l'absence de son, mais une cacophonie de murmures de la nature, l'appel lointain d'un chacal, le bruissement des feuilles, le bourdonnement d'insectes inconnus et les craquements de la structure même de la maison, qui semblait vivante. Revêtir la robe d'Mbuya Nomsa fut perturbant. Le tissu, rêche contre sa peau, semblait porter une présence, une énergie résiduelle, le poids des générations, s'allonger sur cette natte, sentant la froideur de la pierre sous le jonc, tandis que les ombres dansaient à la lumière tremblante de la lampe, fut une plongée dans la terreur primordiale. Chaque craquement du chaume, chaque ombre qui bougeait avec la brise nocturne, était un spectre potentiel. Ayana dormit à peine, le cœur battant comme un pulsar, les sens aiguisés à un niveau quasi insupportable. Le rituel matinal de la fleur de sang, les pieds nus sur la terre couverte de rosée,
parut une offrande à des dieux inconnus. Les jours qui suivirent furent une nébuleuse d'épuisement, d'anxiété et d'une étrange adaptation. Pendant les heures de clarté, Ayana explorait les limites autorisées de la propriété, s'émerveillant de la beauté sauvage et indomptée du paysage, découvrant des peintures rupestres dans des grottes cachées et des ruines de pierre qui murmuraient des histoires d'un passé glorieux. Elle essayait de parler à Sekai, mais la vieille femme était une énigme, répondant par monosyllabes et des regards qui semblaient voir à travers elle, ses yeux fréquemment fixés sur un point au-delà d'Ayana, comme si elle observait un univers invisible aux yeux ordinaires. Les repas étaient simples, nutritifs, mais avec une saveur ancienne, presque rituelle. Et toutes les nuits, le même rituel, la robe, la natte, l'obscurité, les sons et la marche matinale pour la fleur de sang. Ce fut vers la 10e lune que les frontières de la réalité commencèrent à se brouiller. Ayana se réveilla avec un frisson qui ne venait pas de la température ambiante. La lampe s'était éteinte, bien qu'elle fût certaine de l'avoir remplie. Dans l'obscurité absolue, elle entendit un murmure, si bas qu'il aurait pu être le vent dans les fentes, ou son propre esprit épuisé lui jouant des tours. Mais il y avait une cadence, une mélodie quasi inaudible, dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui résonnait quelque part au plus profond de sa mémoire génétique. Elle retint son souffle, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le murmure sembla s'approcher, planer près de son oreille, avant de se dissiper comme de la fumée dans le vent de la savane. Les nuits suivantes, les phénomènes devinrent plus audacieux. Les murmures étaient parfois accompagnés d'un léger arôme d'inféfo, la sauge africaine utilisée dans les rituels de purification, le même qu'elle avait subtilement senti en entrant dans la maison. De petits objets dans la chambre, une plume d'aigle qu'elle avait trouvée, une pierre particulière, semblaient changer de place. Une fois, elle trouva une petite amulette en os qui n'était pas là avant, sur la natte, comme laissée par une main invisible. La peur initiale commençait à céder la place à un épuisement nerveux et à un besoin croissant, quasi désespéré, de comprendre ce qui se passait. Ayana, la scientifique, commença à enquêter. Parmi les quelques affaires d'Ambuya Nomsa qui restèrent dans la chambre, quelques pots en céramique contenant des herbes séchées, un bâton de marche sculpté, elle trouva, caché sous une peau de léopard tanné, un ensemble de tablettes de bois, couvertes de symboles et d'annotations d'une calligraphie ancienne. C'étaient là les journaux intimes d'Ambuya Nomsa. Des fragments de la vie de sa grand-tante commencèrent à émerger, comme des étoiles lointaines devenant visibles à travers un brouillard cosmique. Ambuya Nomsa n'était pas seulement une recluse excentrique. C'était une Nanga, une guérisseuse traditionnelle d'un immense pouvoir et respect, une gardienne du savoir ancestral, une médiatrice entre le monde des vivants et le monde des esprits. Les journaux révélaient une lutte constante pour protéger Indabuko Yetu de la convoitise des sociétés minières et des spéculateurs fonciers, qui ne voyaient dans la propriété que des ressources à exploiter, et non un lieu sacré. Ambuya Nomsa avait usé de sa sagesse, de son influence, et, selon les sous-entendus, de ses pouvoirs spirituels pour défendre cet héritage. Il y avait des mentions de rituels complexes, réalisés sous des lunes spécifiques, pour invoquer la protection des Machaves, les esprits ancestraux, et pour renforcer les liens avec la terre. La condition macabre commençait à prendre un sens déformé, quasi terrifiant. Serait-ce une tentative d'Ambuya Nomsa de faire comprendre à Ayana le poids de cet héritage, le sacrifice, la douleur et, peut-être, la magie ancestrale qui l'enveloppait? La fleur de sang, découvrit-elle, était utilisée dans des rituels pour apaiser les esprits de la terre et renouveler le pacte de protection. Vers la 25e lune, Ayana était épuisée, mais aussi étrangement connectée à ce lieu, à la mémoire d'Ambuya Nomsa. Les murmures ne l'effrayaient plus autant. Elle commença à y répondre, à voix basse, posant des questions sur la vie d'Ambuya, sur les secrets de la terre. Une nuit, alors qu'elle déchiffrait un passage particulièrement obscur des journaux qui décrivait un rituel de communion avec les gardiens de l'origine, réalisado au cœur de la propriété, en un lieu où les énergies telluriques étaient plus fortes, Ayana sentit une impulsion irrésistible. Le journal décrivait un cercle de pierres ancestrales, jamais mentionné auparavant par Sekai ou par M. Shinodia. Ayana se souvint d'une zone reculée de la propriété, une petite vallée cachée entre des collines rocheuses, un endroit qu'elle avait évité car elle y sentait une étrange vibration dans l'air, une sensation d'être observée. Serait-ce là? Cette nuit-là, la lune était pleine, exactement comme décrit dans le journal pour ce rituel spécifique. Poussée par une force que sa science ne pouvait expliquer,
mais que son âme ancestrale reconnaissait, Ayana revêtit la robe d'Ambuya, prit la lampe et, pour la première fois, s'aventura au-delà des limites immédiates de la maison pendant la nuit, suivant les coordonnées rudimentaires du journal. L'air dans la vallée cachée était plus froid, chargé d'une électricité palpable. Et il était là, un cercle parfait de monolithes de granit, couvert de lichens et de gravures anciennes, qui semblaient dépulser d'une lumière propre sous le clair de lune. Au centre du cercle, il y avait un rocher plat, comme un autel naturel, et dessus, quelque chose brillait doucement, un petit sceptre d'ivoire, orné de plumes d'aigle et de perles colorées, exactement comme décrit dans le journal d'Ambuya. Ayana ne l'avait jamais vu auparavant. En tendant la main, et en le touchant, un torrent d'images et de sensations envahit son esprit, comme si un portail cosmique s'ouvrait. Elle vit Ambuya Nomsa, jeune et vibrante, être initiée dans ce même cercle par des aînés au visage sévère. Elle la vit, des années plus tard, plus âgée et puissante, affronter des hommes en costume qui tentèrent de prendre ses terres, sa voix résonnant de l'autorité des ancêtres eux-mêmes. Elle la vit guérir les malades, conseiller les affligés, accomplir des rituels sous le ciel étoilé qu'Ayana avait tant étudié, mais d'une manière qu'aucune équation ne pourrait décrire. Et puis, elle vit la lignée, une chaîne ininterrompue de femmes fortes, gardiennes de cette terre, chacune transmettant le sceptre, le savoir et la responsabilité à la suivante. Ayana comprit. La fortune d'Ambuya Nomsa n'était pas seulement une richesse matérielle. C'était un héritage spirituel, un devoir sacré. La condition imposée dans son testament n'était pas une punition ou un caprice, mais une initiation, un processus d'immersion forcée pour éveiller en Ayana la connexion avec ses racines, pour la préparer à être la prochaine gardienne. Le macabre était, en fait, le sacré, le profond, l'essentiel. Dans ce cercle de pierre, sous le regard silencieux de la lune et des étoiles, Ayana ne ressentit pas de peur. Elle ressentit une connexion écrasante avec Ambuya Nomsa, avec toutes les femmes de sa lignée, une empathie qui transcendait le temps et la mort. Elle comprit la solitude et la force de ces femmes, leur sagesse, leur résilience et le poids de l'héritage qu'elles portaient. Les lunes restantes se déroulèrent différemment. Ayana continua le rituel, mais désormais avec un sens du but, d'appartenance. Elle conversait avec l'esprit de la maison, avec la mémoire d'Ambuya, non pas comme une prisonnière d'une condition bizarre, mais comme une héritière qui comprenait enfin l'ampleur de son héritage. La fleur de sang n'était plus une corvée, mais une communion. La 40e nuit, à son réveil, elle trouva sur la natte, à côté de la lampe qui s'éteignait, le petit sceptre d'ivoire. Et pour la première fois, Sekai lui adressa la parole en apportant son repas matinal, un simple hochement de tête et un sourire qui contenait des siècles de sagesse. Lorsque M. Shinodia revint, le lendemain, il trouva une Ayana transformée. Il y avait une nouvelle profondeur dans son regard, une sérénité et une force qui n'étaient pas là auparavant. Elle ne dit rien des murmures, du cercle de pierre ou des visions. Elle affirma simplement, d'une voix calme et ferme, qu'elle avait rempli la condition. La fortune, désormais, était officiellement sienne. Ayana n'abandonna pas Indabuko Yetu pour retourner à sa vie à Berlin. Au contraire, elle trouva un moyen d'unir ces deux mondes. Elle investit une partie de la fortune pour restaurer et protéger la propriété, la transformant en un centre d'études pour la sagesse traditionnelle et, en même temps, y construisant l'observatoire dont elle rêvait, le dédiant à la mémoire d'Ambuya Nomsa, la femme qui regardait autant la terre que les étoiles. Elle apprit de Sekai les secrets des herbes, les histoires des ancêtres, le langage de la terre. L'héritage millionnaire lui avait acheté la liberté et les ressources, oui, mais la condition macabre lui avait donné quelque chose d'infiniment plus précieux. Une connexion profonde avec ses racines, une compréhension de la complexité de l'univers spirituel de ses ancêtres et sa véritable place dans la longue lignée des gardiennes. Elle continua d'être une astrophysicienne, mais ses études étaient désormais imprégnées d'une nouvelle perspective, d'une révérence pour le mystère qui réside autant dans les galaxies lointaines que dans le sol sacré sous ses pieds. Et, parfois les nuits de pleine lune, lorsque le vent de la savane murmurait à travers les toits de chaume d'Indabuko Yetu, elle entendait encore les murmures. Mais désormais, ils n'étaient plus effrayants. Ils étaient comme les voix de sa famille stellaire et terrestre, lui rappelant que tout grand héritage porte une grande responsabilité et que certaines vérités, pour être véritablement comprises, doivent être vécues, ressenties, jusque dans leurs conditions les plus macabres et sacrées.
Quels secrets ancestraux votre propre histoire familiale cache-t-elle, attendant le bon moment pour être révélée par un appel inattendu? La réponse, peut-être, est écrite dans les étoiles et enterrée profondément dans la terre d'où nous venons tous.